et salut les youtubeurs, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler d'un point que j'ai abordé la semaine dernière sur le coût journalier. Alors dans la vidéo de la semaine dernière, je vous parlais de la comparaison entre le coût journalier qu'on pouvait avoir selon les pays et selon les parcours que l'on fait. Aujourd'hui le sujet est de savoir comment on peut abaisser ce coût journalier. Il y a des conseils, des astuces, en tous les cas dans ma pratique, qui permettent d'avoir un coût journalier, comme vous l'avez constaté, plutôt bas. Dans quel domaine on peut faire des économies? Sans être radin, hein, mais simplement en faisant attention. Alors j'en ai repéré 5. Je vais vous les présenter ici. Premier point abordé concernant les conseils et astuces pour faire des économies en voyage. Ça concerne le camping-car. Alors vous vous souvenez que j'avais déjà fait ici un tuto et des vidéos sur le choix du camping-car et celui qui était le plus pertinent. Mais si on tient compte de l'aspect économique, eh bien il faut regarder d'un peu plus près cet achat. Pour ce premier point, il ne s'agit pas vraiment d'abaisser le coût journalier, mais d'acheter un camping-car. Et donc en gros, c'est plutôt un capital que vous allez constituer. Et ce capital il peut être important si vous achetez notamment du neuf. Alors peut-être que pour un premier achat, il faut plutôt viser sur l'occasion. En fait, ça dépend surtout du type de voyage que vous allez faire. Alors si vous faites un voyage long et que vous vivez dans le camping-car, autant y mettre le prix, vous allez le garder longtemps. Et donc je vous renvoie d'ailleurs à ce tuto qui parle du choix idéal du camping-car. Et puis je vous renvoie aussi à cet autre tuto qui est le type de camping-car. Alors pour le sujet d'aujourd'hui, on pourrait dire que le coût journalier ne va pas être influencé par cet achat de capital, mais vous avez intérêt déjà à diminuer le montant de ce capital. Je vous engage à choisir, si vous voulez faire des économies, puisque c'est ça le sujet, de choisir un camping-car qui soit peu consommateur, choisir un profilé qui va permettre de diminuer la consommation de carburant. Choisir aussi une occasion, parce qu'un véhicule d'occasion de 2 à 4 ans va coûter beaucoup moins cher. Les premières années, en fait, la décote est très importante. Donc autant acheter un véhicule d'occasion qui a déjà sûrement fait ses preuves avec le premier propriétaire ou voire le deuxième propriétaire déjà, et qui est souvent déjà rempli de quelques options que vous n'auriez pas à payer. Donc intéressant le véhicule d'occasion. Alors acheter un véhicule qui consomme moins, acheter un véhicule d'occasion et acheter un véhicule léger. Évidemment ça va avec l'idée de moins consommer. Enfin, dernier sujet concernant ce premier point, c'est est-ce qu'il faut acheter diesel? La réponse paraît évidente si on mesure la différence entre le prix de l'essence et du diesel. Le sujet se pose vraiment par rapport à l'avenir du diesel dans le pays ou dans le monde entier d'ailleurs. Alors tant qu'il n'y a pas de véhicule électrique, bien qu'il en existe déjà, hein, voilà, la solution d'électrique hydrogène est sûrement la solution d'avenir, mais elle n'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un camping-car et le garder longtemps, je pense que le diesel a encore quelques années devant lui. En tous les cas, ça a été mon choix. Deuxièmement, pour faire des économies, ça se passe aussi sur la route, quand on roule dans le voyage. Pour ce deuxième point, on va plus être maintenant sur comment abaisser le coût journalier. Alors, lorsque vous êtes sur la route, abaisser le coût journalier, c'est déjà abaisser la consommation de carburant. Le carburant, ça représente pratiquement de 40 à 60% du coût journalier, et comme on l'a déjà vu dans un précédent tuto, le précédent d'ailleurs. Et donc cette consommation de carburant, comment vous allez la baisser? Soit vous faites des étapes courtes, ça paraît évident, mais c'est vrai aussi que lorsqu'on fait un voyage itinérant, on peut voyager longtemps en faisant des étapes plus courtes. Alors si vous êtes obligé de faire des grandes étapes, ce qui est d'ailleurs le cas parfois quand on part d'un point A à un point B et qu'on est pressé d'arriver au point B,
eh ben, en fait, la conduite, le mode de conduite va diminuer la consommation éventuellement si vous la pratiquez. Par exemple, je vois souvent des gens qui accélèrent au moment où ils vont aboutir à un point où il faut s'arrêter, par exemple un feu rouge. Et avant le feu rouge, ben, ils continuent d'accélérer. Non, lâchez la pédale. Et puis vous arriverez avec l'élan jusqu'au point de feu rouge. Peut-être même que vous n'allez même pas avoir besoin de freiner. Alors, chaque fois que vous freinez, en fait, vous allez enlever de l'inertie au véhicule et donc vous allez devoir redonner cette inertie lorsque vous allez accélérer. Bah, évitez de freiner. Enfin, je veux dire, quand c'est pas utile. Donc, plutôt rétrograder, éventuellement, lorsque vous êtes en descente, ça économisera les freins aussi. Voilà, donc économiser dans le mode de conduite. Évitez de doubler quand c'est inutile, par exemple aussi. Hein. Si vous êtes en train de rouler sur l'autoroute, ben, placez-vous à une vitesse que vous considérez comme étant la bonne, 110 ou 130. Plutôt 110 d'ailleurs, parce que vous allez gagner très peu de temps en roulant à 130 plutôt que 110. Par contre, vous allez consommer sacrément plus. Donc il faut rouler modérément et puis suivre les voitures qui sont devant vous plutôt que de slalomer, surtout en camping-car. Hein. En voiture c'est déjà le cas, mais en camping-car ça l'est encore plus. Suivre un camion présente un avantage, c'est-à-dire que lorsque vous allez derrière un camion, il va couper l'air à votre place et si vous n'êtes pas trop près, mais suffisamment près quand même, vous allez profiter, comme les oiseaux en vol, hein, vous allez profiter de ce véhicule qui est devant vous qui va vous diminuer la consommation. Elle n'est pas négligeable, hein. Je l'ai déjà mesuré, c'est autour de 10% de consommation en moins. Alors il faut garder une distance de sécurité évidemment, mais en étant derrière un camion, vous allez faire des économies. Alors d'accord, le paysage c'est pas le même, hein. Donc des fois de temps en temps on a envie de sortir de là, c'est ce que je fais aussi souvent. Alors puisqu'on parle d'autoroute, l'autoroute, ça coûte cher, surtout en France, hein. Pas toujours dans tous les autres pays. D'ailleurs, dans les autres pays, on vous fait payer éventuellement un supplément si vous avez double essieu ou des roues jumelées. En France, c'est la hauteur qui fait la différence, ou la remorque. Bah, vous allez payer beaucoup plus cher sur l'autoroute, d'où l'idée de rouler sur la route secondaire. Et c'est parfois un peu plus long, mais on traverse du pays, on voit le paysage, c'est souvent un avantage aussi. Puis ça permet de s'arrêter plus souvent et de profiter de coins qu'on n'a pas sur l'autoroute. Alors l'autoroute a quand même des avantages, c'est qu'on va d'un point à un autre plus rapidement, et puis il y a des aires de service qui permettent de faire des pauses, et puis de faire les vidanges et de faire le plein. D'ailleurs, à propos de plein, c'est valable pour toutes les routes, roulez plutôt à vide. Quand vous allez d'un point A à un point B, et que vous savez que dans le point B vous allez faire les pleins possibles d'eau, roulez à vide. Le plein d'eau se fera à l'arrivée, pas au départ. Bon, voilà, il faut les rouler léger, vous allez moins consommer. D'une manière générale, il n'y a pas que pour les pleins, il y a pour tout le reste aussi. Même pour le plein de carburant, si vous êtes en situation de pouvoir faire le plein de carburant plus loin, faites-le plus loin. Oui, vous allez rouler plus léger. Le réservoir, ça fait quand même 60 kg, 90 kg en plus. C'est pas négligeable. Et puis en parlant de plein d'ailleurs, si vous êtes sur l'autoroute, sortez de l'autoroute pour faire le plein, vous allez payer moins cher. Alors il existe des applications qui permettent de pouvoir trouver le prix du carburant à côté de vous, dans votre environnement. Les pleins sur l'autoroute sont toujours plus chers, donc sortez de l'autoroute et allez faire le plein à quelques kilomètres de l'endroit où vous êtes et vous allez pouvoir trouver des pompes à essence beaucoup moins chères, mais suffisamment moins chères pour que ça justifie de sortir et de revenir. Alors, il ne faut pas être pressé non plus, mais faire 5 km pour sortir vers une pompe à essence et revenir, ça vous fait peut-être 10 km aller-retour, mais 10 km ça fait 10% d'une consommation au litre. Si vous consommez 11 litres au 100, ça va vous faire consommer 1,1 litre de plus pour aller faire le plein. En fait, vous allez économiser bien plus que 1,1 litre lorsque vous allez faire le plein. Sur un plein de 60 ou 90 litres, vous allez faire une différence bien plus élevée en termes d'économie. C'est très intéressant. Le troisième point va concerner l'étape. Comment faire des économies à l'arrêt et lorsque on est sur son spot. Pour faire des économies à l'étape, le plus simple, c'est de ne plus consommer.
En carburant, évidemment, vous êtes à l'arrêt, mais enfin, il y en a beaucoup aussi qui, lorsqu'ils arrivent dans un coin, vont faire leurs courses en reprenant le camion pour aller faire les courses. Alors, si vous êtes arrêté avant pour faire les courses, ben, vous êtes à l'étape, vous n'avez plus besoin de bouger. Si vous avez besoin de bouger, ben, utilisez les moyens pour marcher, les jambes. Alors, vous allez vous balader à pied pour aller au village. Vous allez prendre le vélo pour aller faire un petit tour sur les pistes cyclables qu'il y a autour de vous. En fait, vous pouvez utiliser aussi des vélos électriques si vous voulez aller plus loin. Dans tous les cas, à l'étape, il est facile de ne pas consommer beaucoup, de réduire le coût journalier, surtout si vous restez une ou deux nuits dans le même endroit, vous allez abaisser le coût journalier parce que tout simplement, vous n'allez pas rouler. Pensez aussi à l'étape à aller faire les courses locales. Vous allez trouver des artisans, vous avez petits commerçants dans le village et acheter local. Vous ferez du bien à la planète, mais aussi à votre porte-monnaie, parce qu'il n'est pas impossible que vous trouviez des choses beaucoup moins chères qu'au supermarché. Et si vous allez faire du camping à la ferme ou avec France Passion, vous allez consommer non seulement local, mais en plus de qualité. En fait, le point le plus important à l'étape pour faire des économies, c'est de ne pas payer le séjour. Alors, il y a un grand nombre d'aires de service gratuits. Alors, ces aires de service, souvent c'est un peu la proximité avec les voisins, c'est pas très agréable, mais vous pouvez trouver plein de coins sauvages. Nous, on est des ambassadeurs de Park4Night et c'est une application que non seulement on alimente par les spots que l'on y met, on en a mis plus de 1100 aujourd'hui et on continuera à en mettre dans les prochains voyages, mais on utilise aussi ceux des autres. Donc c'est intéressant, Park4Night, bravo Bertrand, bravo Frédéric, bravo Claude et toute l'équipe, parce que c'est très très utile et gratuit. Alors vous pouvez acheter la version payante qui vous permet de l'exploiter sans être relié à Internet. Ça aussi c'est intéressant. Donc faites du camping sauvage. Nous on n'est pas on n'est même pas du tout camping aménagé. Il y en a qui trouvent leur compte. Nous on préfère être un peu plus souvent seul au monde et c'est notre choix. Les autres sont respectables, il n'y a pas de souci. Moi ça ne me dérange pas. Je préfère utiliser les campings sauvages pour la qualité de ce que j'y trouve, mais aussi parce que ça permet d'abaisser le coût. Le coût des campements payants est souvent élevé. Dans les aires de service, si vous payez effectivement 5 à 10 euros pour avoir des services de l'eau ou les vidanges, c'est bien pratique. Mais enfin, il en existe plein de gratuits, surtout si vous êtes à l'étranger. On revient d'Australie et tout est gratuit là-bas dans les aires de service. Si vous allez en Amérique, vous avez des campgrounds qui permettent de faire ces pleins et ces vidanges à des prix très raisonnables. Et surtout, les campgrounds, vous êtes dans un camping sauvage. Bien que ça soit prévu pour les camping-cars, mais il y a beaucoup d'espace et on a l'impression d'être au milieu de la nature. Et voilà, donc des situations comme ça, il y en a plein dans le monde et c'est une façon d'abaisser le coût journalier. Pensez aussi pour abaisser le coût journalier, dans la consommation à l'étape, il y a aussi le fait qu'on mette le chauffage. Ça va concerner la période hivernale. Consommer moins de gaz en utilisant le soleil. Alors, l'effet de serre, vous connaissez, dans le véhicule, on a beaucoup de vitres. Le matin, au réveil, il fait froid. Levez vos volets, laissez rentrer le soleil et ça fera un effet de serre qui fait qu'en quelques minutes, vous allez gagner 5 à 10 degrés sans allumer le chauffage. Bon, ça n'empêche pas d'allumer le chauffage en complément, mais en fait, là, vous avez gagné de l'énergie solaire directement et donc réduire votre facture de chauffage. Alors, le chauffage représente la plus grosse consommation de gaz. Il y a le frigo et le chauffage. Alors le frigo par exemple, si vous êtes en été et que vous avez un frigo qui fonctionne en continu, il va consommer beaucoup. C'est principalement la consommation de gaz, surtout si vous êtes dans un pays chaud. Alors un conseil, l'aération du frigo, mettez-la du côté de l'ombre. Si vous n'avez pas d'ombre, mettez votre au vent, ce qui permet de garder au frais toute la ventilation du frigo.
Le quatrième point concerne les loisirs, enfin au sens large du terme. Qu'est-ce qu'on fait lorsque on est arrivé sur l'endroit où on veut prendre du plaisir et profiter du spot? Pour la partie loisirs, alors faire des économies, ça semble un peu bizarre de faire des économies quand on est en vacances, mais oui, sur le long terme, il faut faire des économies sur les loisirs aussi. Ça permet d'abaisser le coût journalier aussi, mais sans se priver d'ailleurs. Alors, comment faire des économies dans les loisirs? D'abord, par exemple, si vous allez au restaurant pour vous faire plaisir, évitez d'abord les restaurants chers. C'est facile à dire, mais c'est facile à faire aussi. Parce que si vous allez dans les lieux touristiques, les restaurants ils sont souvent localisés dans une zone où tous les touristes vont. Et regardez, les prix des menus ils sont nettement plus élevés, de 10 à 20% des prix que vous allez trouver juste dans les rues adjacentes. Alors, allez plutôt voir dans les rues adjacentes, vous verrez, les prix vont baisser énormément. Ça n'empêche pas d'avoir des bons restaurants dans les parties adjacentes, parallèles, en dehors du centre. Et d'ailleurs, il faut suivre les guides du routard, par exemple, qui permettent de repérer ces restaurants qui sont peut-être pas les plus visités, mais les meilleurs marchés sûrement. Lorsque vous visitez une ville, vous allez peut-être faire des musées. Alors, il y a plein de musées gratuits. Souvent, ces musées gratuits sont nombreux dans les capitales, mais ce que vous pouvez faire surtout, c'est visiter les musées payants, mais en payant un pass. Alors, vous achetez un pass, ça se fait dans les centres d'information touristique, vous achetez le pass qui va permettre de faire tous les musées intéressants de la ville dans laquelle vous êtes. Alors, c'est un gain non négligeable. Ils sont valables parfois dans la journée, mais souvent sur 3 jours. Ce qui permet d'avoir le temps de les faire tous. Bon, il faut les faire tous pour que ça soit rentable, parce que si vous en faites qu'une petite partie, vous n'allez pas avoir un prix intéressant. Du coup, il est peut-être plus intéressant de payer individuellement un ou deux musées. Mais enfin, c'est à voir. C'est une façon de baisser le coût journalier aussi, d'abaisser le coût de ces loisirs-là. Dans les coûts qui peuvent être très élevés, c'est ce que j'appellerais les pièges à touristes. Alors, c'est quoi un piège à touristes? C'est un endroit où tous les touristes vont, par définition, et qui payent très cher des prestations de services, où tout le monde s'agglutine. Nous, on n'aime pas. Ce qui fait que des fois, on rate peut-être des choses, mais on prend un plaisir à trouver d'autres lieux où on prend tout autant notre pied, et puis sans être avec des centaines de personnes autour de vous qui jacassent, qui font du bruit, qui prennent des photos, qui vous poussent pour prendre la photo. Nous, ça nous insupporte vraiment beaucoup. Alors c'est vrai que des fois, on dit on aurait pu faire ça et ça, mais quand on le fait réellement, on s'aperçoit que c'est plus pénible qu'agréable. Ça fait un peu peut-être radin, mais le budget devient vite énorme. Alors, lorsque vous faites un voyage court et que vous allez profiter à fond peut-être, nous on fait des voyages longs, on a le temps de s'arrêter, de profiter, et donc tant mieux pour nous, mais bon, tant mieux pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement de le faire comme ça. Enfin, le dernier point, le cinquième, ça concerne en fait le pays où l'on est. Enfin, le pays où l'on est. Le pays que l'on va peut-être choisir parce que c'est le pays le moins cher. Et ça paraît une évidence, mais c'est aussi un choix que vous pouvez faire a priori. Alors, pour vous dire simplement, les pays les plus chers, ils sont faciles à repérer. C'est bizarrement, mais c'est des pays qui sont tous au nord. Si vous allez en Alaska, si vous allez au Canada, si vous allez en Scandinavie, Norvège, Finlande, Suède, c'est des pays chers. Même le Danemark d'ailleurs, en descendant. Donc, ces pays sont bien, on les a fait, même plusieurs fois, mais la vie est plus chère. Donc, si vous voulez payer moins cher, là aussi, il faut aller dans les pays du Sud. Alors, vous allez en Amérique du Sud, au Mexique, la vie est 2 fois moins chère qu'aux USA, qui sont juste au-dessus et qui correspondent à nos prix d'ailleurs en Europe. Mais en Amérique latine, si vous allez ensuite autour de la Méditerranée, allez au Maroc, c'est le pays le moins cher actuellement, allez au Portugal, allez en Espagne, allez en Grèce, allez en Turquie. Vous verrez que la vie est beaucoup moins chère dans ces pays-là.
Comme vous l'avez constaté, on peut abaisser le coût journalier en faisant des économies dans ces domaines-là. C'est pas les seuls hein, d'ailleurs, hein, mais bon, voilà les principaux selon mon point de vue. Maintenant, c'est pas le critère principal non plus. On peut voyager sans tenir compte de son budget. Enfin non, quand on a un budget serré, ou surtout lorsqu'on fait des voyages longs, comme c'est mon cas, sur la durée, ça fait des différences très importantes. Voilà, donc si ça peut vous servir, tant mieux, et puis à bientôt sur les prochains tutos. Le prochain tuto d'ailleurs, ça sera sur un retour arrière, notamment sur l'année passée et sur les tutos produits depuis le début de la chaîne qui date maintenant de 2 ans. Donc ça sera un petit anniversaire avec un top 10. Alors, à la semaine prochaine. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.